Bonjour, je m'appelle Audrey Dussutour, je suis directrice de recherche au CNRS, au Centre de recherche sur la cognition animale à l'université Paul Sabatier de Toulouse et je travaille pour le CNRS donc. Alors oui, je suis donc éthologue depuis 2009 maintenant que j'ai été recrutée au CNRS et au départ j'ai travaillé très longtemps sur les fourmis, sur le comportement des fourmis et je suis passée sur le blob en 2009 et au départ ça devait être juste une petite aventure mais cette petite aventure dure depuis maintenant 13 ans et donc mon parcours c'est donc l'université Paul Sabatier la majeure partie du temps en fait jusqu'au doctorat même si j'ai fait mon doctorat en co-tutelle avec Bruxelles. Ensuite je suis partie au Canada, travailler un tout petit peu sur les chenilles processionnaires et puis je suis partie ensuite en Australie travailler sur les fourmis et c'est là où j'ai rencontré le blob à la fin de mon contrat en Australie. Donc je l'ai ramené dans mes bagages et je l'ai amené à Toulouse. Au départ j'ai travaillé dessus un petit peu en dilettante et c'est vraiment vers 2015 que les choses sont devenues très sérieuses avec le blob et depuis il n'y a même plus de fourmis dans mon laboratoire. Oui, alors le blob, pour expliquer ce que c'est, on dit d'abord ce qu'il n'est pas. Donc c'est un peu bizarre, mais on dit c'est pas une plante, c'est pas un animal, c'est pas un champignon. En fait, c'est un organisme qui appartient à un règne qui est peu connu, parce qu'on ne nous en parle pas à l'école. C'est un règne qui s'appelle les amybozoaires, qui est un lointain cousin des champignons et des animaux. Et donc le blob, c'est un organisme unicellulaire, donc composé d'une seule cellule, mais qui a des capacités assez extraordinaires au niveau comportemental, même des capacités qu'on va retrouver habituellement chez les animaux. Et donc forcément, quand on rencontre le blob pour la première fois, il nous surprend. Déjà, sa croissance exponentielle, il double de taille tous les jours, donc ça c'est incroyable. Ses capacités de régénération, il est quasiment immortel. Si vous mettez par exemple un blob en dormance, il peut dormir pendant des années et quand vous le réveillez, il est jeune à nouveau, donc ça aussi c'est incroyable. Et aussi, des fois, il peut nous aider à nous, les humains, puisqu'il trouve des solutions que nous, on ne trouve pas. Et en particulier, c'est un organisme qui, à l'intérieur de sa cellule, a un réseau veineux. Et ce réseau est extrêmement optimisé et il est souvent utilisé en biomimétisme. Alors, Physarum polycéphalum, l'espèce qu'on surnomme blob, est toujours jaune. Alors, s'il change de couleur, par exemple, s'il devient marron, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il est mort. Et s'il est orange, ça veut dire qu'il est stressé. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans son environnement, donc il faut changer quelque chose. Mais non, l'espèce Physarum polycéphalum est jaune, mais son cousin, Physarum roseum, c'est le même, mais en rouge. Alors le record est enregistré au Guinness en 1989, c'était 10 mètres carrés, mais c'est pas en fait sa taille maximale, c'est juste que les gens qui avaient élevé ce blob de 10 mètres carrés s'étaient fatigués à la longue et donc ils s'étaient arrêtés là et c'était surtout un blob qui était un cadeau de départ à la retraite pour un professeur qui travaillait sur les blobs et donc vraiment c'était juste pour la blague et bon ils ont fait venir le Guinness, ils l'ont enregistré donc c'est le plus gros connu à l'heure actuelle, mais on va essayer de battre ce record nous avec les enseignants d'élèves Ton Blob le 27 mai, donc le week-end de l'Ascension à Châteauroux et on s'est tous donné rendez-vous là-bas et on va essayer de battre ce record. Alors non, le blob il n'a pas de bouche parce qu'il n'y a qu'une cellule, donc il n'a pas vraiment des organes comme nous, mais il peut bien sûr remplir les mêmes fonctions, c'est-à-dire il mange, il respire, il se déplace, mais tout ça avec une seule cellule. Et donc quand il mange, en fait le blob il fait des extensions de sa membrane, donc sa peau, et il va entourer les particules alimentaires à l'intérieur et les ramener à l'intérieur de la cellule et les digérer. Et donc habituellement le blob dans la nature il mange des bactéries et des champignons. Dans le laboratoire, il mange des flocons d'avoine. Et les enfants ont testé plein d'autres nourritures. Il semblerait le riz, le quinoa. Donc il y a plein de choses que le blob aime. Il y a aussi plein de choses qu'il n'aime pas. Alors les blobs, on les trouve surtout en forêt. À l'abri de la lumière, mais on peut aussi en trouver dans les jardins, certaines espèces. Et la plupart du temps, c'est sur du bois en décomposition, donc du bois pourri au sol, dans les feuilles mortes. Et c'est un organisme qui est essentiel dans l'écosystème parce qu'il mange des bactéries et des champignons. Bactéries et champignons, c'est quoi? C'est de la matière organique. Et ensuite, il va digérer cette matière organique et il va relarguer des minéraux dans le sol. Donc, il fertilise le sol et il nourrit indirectement les plantes. Donc, c'est des organismes en fait qui sont essentiels. Si vous enlevez toute la classe des blobs, ce qu'on appelle des myxomycètes d'une forêt, vous n'aurez plus beaucoup d'arbres.
Alors non, le blob n'a pas de neurones, parce que toujours il n'a qu'une cellule, et un neurone c'est une cellule. Alors à moins que le blob soit un neurone, mais non. Donc il n'a pas de neurones, et donc pour traiter l'information, c'est un système qui est différent de notre cerveau. Et donc lui, il utilise ce réseau veineux, donc il a un réseau à l'intérieur qui lui permet en fait de transférer les nutriments, l'oxygène quand il respire, mais aussi des informations qu'il aurait par exemple apprises. Alors ça c'est une bonne question, on ne sait pas jusqu'à quand le blob peut vivre. Nous on a des blobs à l'heure actuelle qui ont plus de 70 ans. Donc ce que je dis souvent aux enfants, c'est que si vous gardez bien vos blobs, vous pourrez les donner à vos petits-enfants et à leurs petits-enfants aussi. Puisqu'à chaque fois que le blob on l'endort, il rajeunit, régénère, donc on peut imaginer qu'il est presque immortel, mais biologiquement, c'est-à-dire qu'il peut mourir de plein de raisons, mais si on s'en occupe bien, on peut le garder à vie. Alors le projet Élève ton blob qui était proposé par le CNES et le CNRS, c'était un projet au départ à but pédagogique. C'était pour encourager les enfants à faire des sciences surtout. C'était pas vraiment un but scientifique puisqu'on a envoyé que 4 blobs dans l'espace. Mais envoyer des blobs dans l'espace avec Thomas Pesquet, c'était forcément très enrichissant et très excitant pour les enfants. Et ça les a encouragés de refaire l'expérience à l'école. Et au travers de cette expérience, ils apprenaient ce que c'était d'être un scientifique, la démarche scientifique, comment on monte une expérience. Et la plupart du temps, les enfants ne se sont pas du tout arrêtés à l'expérience de Thomas Pesquet, puisqu'ils en ont fait plein d'autres, parce qu'ils se sont pris au jeu des expériences, et ils ont même proposé des nouvelles expériences. Donc Élève ton blob, c'était donc ce projet qui était proposé par le CNES et le CNRS et qui avait donc pour but d'encourager les enfants à faire des sciences à l'école. Et donc on a envoyé des blobs, 5000 kits blobs à 5000 établissements scolaires. Il y a donc 350 000 élèves qui ont participé à l'expérience. Et à l'heure actuelle, on est en train de récupérer toutes les données puisque les expériences ont eu lieu en octobre 2021 et les enseignants nous ont envoyé les données jusqu'au mois de janvier là. Et donc avec une étudiante qui s'appelle Lucie, on est en train de trier et d'essayer d'analyser les données. Parce que moi personnellement j'ai analysé les données de Thomas Pesquet, mais maintenant il nous faut en fait le contrôle Terre, les expériences qui ont eu lieu sur Terre pour pouvoir voir les effets de la microgravité sur le blob. Et donc il nous faut analyser toutes les expériences qu'ont fait les enfants, et il y en a beaucoup, donc ça va prendre énormément de temps. Alors le projet derrière le blob la recherche est très différent de Élève ton blob parce que c'est un projet de science citoyenne. Et donc ça a vraiment pour le coup un objectif scientifique. Les gens vont devoir respecter un protocole à la lettre et ils vont surtout être acteurs de toute l'aventure en fait scientifique, donc de la mise en place du protocole, la réalisation des expériences, l'analyse des données, la publication d'un article. Donc le projet vient juste d'être lancé et donc l'objectif c'est de regarder les effets du réchauffement climatique sur le blob et pour cela on va changer en fait la température auquel vont être soumis les blobs chez les volontaires. Et donc on a déjà plus de 14 000 volontaires qui ont confirmé qu'ils allaient participer. En ce moment ils sont en train d'acheter le matériel nécessaire. Les expériences seront réalisées en avril-mai. Ils vont recevoir les blobs fin mars. Et donc ils auront 2 mois pour s'arranger comme ils veulent. L'expérience elle dure 5 jours et ils peuvent la faire plusieurs fois, autant de fois qu'ils veulent. Parce qu'en fait il y a plein de protocoles, plein de profils de température différents, donc ils peuvent faire varier les plaisirs. Et au mois de juin ils vont nous envoyer les données et ensuite ces données elles vont être analysées collectivement avec ou sans certains volontaires, c'est au choix s'ils ont envie d'analyser ou pas. Donc ils seront partie prenante vraiment de toute la partie analyse et ensuite il y aura la partie publication de l'article. Ça sera aussi fait collectivement mais dans un sens on ne va pas demander aux volontaires d'écrire des articles en anglais, c'est bien sûr nous qui allons les écrire, mais ça sera public, les gens pourront consulter, voir l'avancée de nos travaux au fur et à mesure. Et on fera aussi un événement autour de la soumission de cet article à une revue internationale. Et donc ce projet il a vraiment un double objectif, en fait sensibiliser les gens au réchauffement climatique, puisqu'ils vont pouvoir l'expérimenter eux-mêmes sur un organisme qui est quand même attachant, et aussi les sensibiliser à comment on fait de la bonne recherche, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup parlé de science dans les médias à cause du Covid, et on a beaucoup parlé de certaines études qui étaient biaisées ou pas. Et donc là, ils vont pouvoir vraiment apprendre comment on fait un contrôle, comment on prend en compte la variabilité, la réplicabilité d'une expérience, etc. Alors, quand je l'ai reçu, j'ai été forcément flattée. C'est toujours agréable de voir, parce que surtout que la médiation, elle n'est jamais valorisée, en fait, très peu dans notre carrière, parce que quand on a des promotions en recherche, c'est clairement pas sur notre travail de médiation que les gens vont se baser. Et c'était vraiment sympa de la part du CNRS de finalement valoriser les gens qui finalement prennent de leur temps personnel. Hein. C'est pas sur leur temps de recherche, c'est leur temps personnel pour faire de la médiation, puisque moi, avec le projet Élève ton blob, c'est 1 an où voilà, tous mes week-ends, toutes mes soirées, j'ai travaillé sur
sur ce projet. Donc c'était quand même agréable de voir que le CNRS se rendait compte du travail que ça impliquait. Et après, pour moi, la médiation, ça a toujours été important. J'en fais depuis que je suis en thèse. Je pense que les personnes ne pourront pas comprendre en fait les grands défis qui nous attendent dans le futur, le réchauffement climatique en faisant partie, s'ils ne savent pas comment on fait de la science. Et donc, on ne peut pas demander aux gens de faire des efforts si on ne leur explique pas pourquoi ils doivent faire des efforts. Et quoi de mieux que finalement d'expérimenter eux-mêmes ces problèmes-là. Et donc, la médiation, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime pour tous les publics, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour les écoles primaires. C'est mes préférés, c'est mes chouchous. Parce que c'est vraiment à cet âge-là où il n'y a pas de biais encore et ils sont vraiment ouverts à tout. Ils ont une curiosité qui est incroyable. Et c'est à mon avis à cet âge-là qu'il faut expliquer que c'est important, par exemple, de protéger l'environnement, etc. Moi, je suis très contente. Là, je suis très flattée aussi d'être marraine. J'avoue que je n'avais pas pu l'être les autres années. Ça avait été un peu compliqué au niveau de l'emploi du temps, mais je suis ravie que cette année, ça puisse se faire. Et je trouve ça super, en fait. Il faut absolument valoriser ces jeunes qui se lancent dans des petits projets scientifiques. Et quoi de mieux que d'aller dans une expo. C'est pareil pour Élève ton blob. Il y a eu pas mal de petits articles scientifiques sur les enfants. Ils étaient trop contents parce qu'on parlait d'eux, on parlait de leurs projets. Et tous ces clubs sciences qui se montent dans les collèges, dans les lycées, c'est vrai que c'est bien qu'ils puissent se rencontrer, raconter ce qu'ils ont fait aux autres et surtout rencontrer des scientifiques aussi pour parler avec eux, donc c'est une super initiative. En fait, le blob, c'est très rigolo parce que ça part d'un article scientifique au départ. Hein. C'est ça qui a fait. C'est pas la médiation en fait. J'avais fait un TEDx, mais ça avait marché. Mais bon, voilà, c'était resté quand même très restreint. Et on fait cet article on démontre que le blob est capable d'apprendre. Et là, d'un coup, les médias reprennent l'autre chose. Là, j'ai un rendez-vous avec une journaliste pour juste faire une interview autour de cet article. Elle m'entend parler du blob, elle me dit « Mon Dieu, mais il ne faut pas écrire en fait un article, il faut écrire un livre. » Donc elle me propose d'écrire un livre, donc bon, on se lance. Le livre a son petit succès, mais surtout auprès des lycéens, ce qui n'était pas vraiment attendu. Et donc on a eu le prix Science pour tous. Et suite à ce livre, j'avais cité Jack Mitchell dans ce livre parce que je parlais dans le livre que je faisais de la médiation et que j'avais travaillé avec Jack Mitchell. Et Jack Mitchell, quand il a lu le livre, il était trop flatté. Du coup, il me dit « je crois que je vais adapter ton livre en film. » Donc on fait le documentaire. En parallèle, le zoo de Vincennes me contacte pour dire « ce serait bien d'avoir un blob au zoo. » Je dis « ouais, ce serait une excellente idée. » Donc il y a ce projet qui se monte, qui est quand même assez médiatisé aussi, parce que voilà, c'est Paris, c'est muséum, etc. Le documentaire sort pendant le premier confinement, donc tout le monde a l'occasion de le voir. Donc ça a fait monter le blob. Et du coup, le CNES m'a invité pour faire une conférence pour leurs employés. Au départ, c'était juste vraiment comme ça, entre midi et 2. Et finalement, le service éducation jeunesse vient, on va envoyer un blob dans l'espace. Et donc, à chaque fois qu'on fait un projet, il y en a un qui se greffe dessus. Et donc, Élève ton blob, c'était donc voilà le CNES. Et derrière le blob, ça vient du fait que les gens, ils étaient frustrés. Ils ont dit, mais pourquoi en fait ces projets-là, ils sont réservés aux scolaires? Nous aussi, on a envie de faire de la recherche. Et c'est pour ça que le CNRS, ça s'est dit, on ouvre à tous les citoyens, les prisons, les EHPAD et tout. Donc voilà, donc on ne sait pas qu'est-ce que sera la prochaine aventure du blob, mais à chaque fois, voilà, c'est une petite... Et le film a joué énormément, et surtout, on remercie beaucoup Arte, parce qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau projet, ils le remettent en ligne, c'est super sympa, et du coup les gens ont pensé de l'acheter. Donc c'est très important de faire des sciences parce que tous les défis en fait, auxquels on va faire face dans le futur seront des défis scientifiques, que ce soit les maladies comme le Covid, le réchauffement climatique. Et pour mieux comprendre en fait ces défis-là, vous avez besoin de faire de la science parce qu'il n'y a que la science qui va pouvoir vous expliquer ces problèmes-là. Et puis la science de toute façon c'est hyper intéressant parce que vous en apprenez sur vous en apprenez sur votre environnement. Et donc c'est pour moi essentiel de faire des sciences.